Le Rocher s'est effrité. Club structuré pour la Ligue des Champions, l'AS Monaco jouera la Ligue Conférence, une saison manquée avec de lourdes conséquences, cadre sur le marché, 100 millions de ventes espérées, directeur sportif critiqué, entraîneur viré et budget plus serré. L'ASM va se reconstruire autour d'un Philippe et Luis prometteur et d'un mercato qui devrait être à la hauteur. Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver. On replonge dans le mercato. On a fait une petite exception Coupe du Monde. La vidéo est disponible juste ici. Normalement, si tout se passe bien, vous pouvez aller la voir. On replonge dans nos mercatos idéaux de Ligue 1. On a fait 6-7 clubs. On arrive bientôt à la moitié de cette Ligue 1. Et c'est l'heure de parler d'un autre gros club européen, d'un autre gros club où il y aura plein de mouvements. On va faire le point sur la situation de Monaco, qui faire partir, qui faire venir, comment faire en sorte que les recrues soient adaptées au projet de jeu de ce monsieur que vous voyez au milieu, Philippe et Luis. On va en parler. L'analyse tactique, l'analyse data aussi de toutes les recrues avec les amis de Data Scout. Le lien est dans la description. Vous avez un petit code promo. Comme d'habitude, c'est cadeau, c'est gratuit. Ça vous coûte rien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Avec, comme pour tous les clubs, un plan A, un plan B pour chacun des secteurs ciblés. Vous allez voir à Monaco, il y a déjà plein de recrues qui sont en approche. On va aussi parler des recrues qui sont quasiment actées. Bref, il y a plein de choses à dire. Donc, perdons pas plus de temps. Parlons de cet ASM. En espérant faire un meilleur boulot que Thiago Scuro, vous me direz ça à la fin de la vidéo. L'ASM, qui on le rappelle, a fini 7ème. 7ème de Ligue 1 après son sprint final manqué. Qualifié donc en barrage de Ligue Conférence. C'est important parce que, alors oui, il y a un mini-monde où Monaco se retrouve en Ligue Europa. Si l'OM est exclu des compétitions européennes, Rennes prendrait la place de Marseille, Monaco prendrait la place de Rennes, et donc Monaco serait en Ligue Europa. Mais bon, le monde est peu probable, en tout cas à l'heure où je vous parle, et ce ne sera pas notre monde, dans ce mercato. Je suis allé voir la perte estimée entre une qualification en Ligue des Champions et une qualification en Ligue Conférence. Elle est de l'ordre de 50 millions. C'est un vrai manque à gagner, et faut pas se fier avec Monaco à cette image du club riche qui n'a pas trop à compter ses sous. Ça, c'est terminé. C'est effacé. Monaco a de vrais besoins en termes trésoriers, en termes financiers. Là, c'est le bilan des NCG de la saison 2024-2025. Vous voyez qu'on est sur un déficit de 34 millions d'euros avant transfert, plus 3 millions d'euros après transfert. Et le moins 34 millions d'euros, il est malgré des meilleurs droits TV et malgré une participation à la Ligue des Champions. Donc il n'y aura ni droit TV, ni participation à la Ligue des Champions cette saison. C'est un club qui est en plus sans grosse billetterie, qui n'a pas un énorme sponsoring, donc il y a des grosses ventes à faire, de très grosses ventes à faire et beaucoup de cadres qui sont sur le départ pour compenser justement ce manque à gagner. On va reparler très vite des départs. Parlons aussi de ce qui se passe dans le club. Gros mouvement partout au club, dans l'organigramme. Déjà, ce monsieur, vous le connaissez bien, c'est Thiago Scuro, directeur sportif brésilien, qui a un bilan absolument catastrophique. On ne va pas revenir dessus, c'est pas trop le sujet. Mais bon, le mercato d'été dernier n'a pas été le mieux géré, le mercato d'hiver n'a pas non plus été top. Et il a un petit peu sauvé sa peau, j'ai envie de dire, en faisant marcher les connexions brésiliennes, en nommant Philippe et Luis. C'est pas encore officiel, mais un accord de principe a été trouvé, ça devrait se faire. Mais Thiago Scuro va finalement rester. Alors qu'il était attendu sur le départ, cette nomination devrait lui sauver les fesses au moins pour ce mercato. Et justement, dans le staff, beaucoup de mouvements. Vous voyez Sébastien Pocognoli, Kevin Miralas, qui était l'entraîneur et son premier adjoint cette saison. Et ben, les deux vont quitter le club. Kevin Miralas, il va partir avec Sébastien Pocognoli. Damien Périnel, aussi adjoint club depuis 6 ans, va lui aussi partir. Expérience de numéro 1 en approche. Il y a un autre adjoint, l'entraîneur des gardiens, qui part aussi. Et donc, monsieur Philippe et Luis qui va arriver. On va en reparler en détail de Philippe et Luis. C'est très intéressant. Et donc, cette fenêtre de mercato, de par tout ce qu'on a dit, on va la mener dans une optique de création de valeur. C'est un modèle qui est nécessaire pour que le club reste viable économiquement. C'est pas de l'achat-revente. C'est un petit peu comme le LOSC, finalement. Une optique de créer de la valeur sportive et financière. Faire progresser les joueurs, les revendre, tout en faisant en sorte qu'il y ait un impact sportif positif. Il y a déjà des arrivées qui sont actées, soit qui sont en très bonne voie. Marc Casado, Ansu Fati, Sadibou Sané, Flavio Nazinho et Mathis de Tourbet aussi, en prêt depuis 3. Tous ces joueurs-là, on aura l'occasion d'en reparler. C'est important de les notifier maintenant. On aura l'occasion d'en reparler.
Il y en a d'autres. Je vous ai préparé d'autres recrues. C'est pour ça qu'on est sur un mercato à 60 millions d'euros d'achat. Restez, parce que je vous ai préparé 2-3 recrues. Parlons des départs. C'est pour ça que je vous affiche cette page. Les départs avec 3 cadres importants. Lamine Camara, Akliouche, Balogun. Il y a 100 millions d'euros qui sont espérés sur les 3. Je les ai vendus dans mon mercato à la valeur Data Scout. Je pense que chacun peut partir au-dessus de ces prix-là. Si Monaco arrive à bien vendre, Camara, la PL, c'est 40-50 millions. Akliouche, ça peut partir à minimum 50. Balogun, selon le marché des neufs, ça peut aussi très très vite approcher la barre des 50. Donc Monaco va se faire entre 100 et 150 millions d'euros avec ces joueurs-là. J'ai aussi compté Vanderson. Alors Vanderson, pas sûr qu'il parte, mais il y a un monde où il part. Et donc je me dis, on va le compter au cas où. On va anticiper au cas où si Vanderson est vendu. Qu'est-ce que Monaco pourrait faire au cas où si Vanderson est vendu? Mais par rapport aux 3 là, Camara, Akliouche, Balogun, Vanderson n'est pas une vente absolument indispensable. J'en suis vendu Kassoum Ouattara, puisque Kassoum Ouattara va avoir la concurrence d'un Nazinho, Flavio Nazinho, au poste de latéral gauche. Il y a 3 latéraux gauche avec Caio Henrique, Ouattara, Nazinho. Il faut en faire un, il faut en faire sortir un. J'ai décidé de faire Kassoum Ouattara. On va en reparler. Puis après, il y a des indésirables qui partent, 2 prêtés avec Paris Brunner et Luca Michal. Crépin Diatta qui est en fin de contrat, Maïkski qui est avec une belle saison du côté de Brest et qui ne va pas revenir pour jouer quelque chose du côté de Monaco, vendu aussi. Et puis Eric Dyer qu'il faut essayer d'exfiltrer histoire d'alléger la masse salariale. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un joueur suffisamment performant pour justifier son salaire, en plus pas pertinent dans un bloc haut. Donc essayons de le sortir, même si ce sera pas simple, essayons de sortir Eric Dyer. Puis 2 autres joueurs qui sont pas à l'affiche, Adingra et Woodface, qui sont pas conservés. Ils ont 2 options d'achat. Adingra, option d'achat à 17 millions d'euros, jugé trop élevé par Monaco, mais il y a des négociations, pourquoi pas, pour revoir son prix à la baisse, pour faire un nouveau prêt. Mon avis là-dessus, c'est que si le prix est revu à la baisse, autour des 10-12 millions, pourquoi pas, surtout que là tu vas passer dans un 4-2-3-1, il sera ailier, non plus piston, mais moi je pense que c'est très difficile à envisager que Sunderland, qui l'a acheté 25 millions d'euros il y a un an, le fasse pour moitié prix. Donc on va partir sur le fait que Adingra ne sera pas conservé, mais en vrai pourquoi pas le conserver. En revanche, Woodface, qui a une option d'achat à 8 millions d'euros, personnellement je le conserve pas, pas à renouveler. Il y a un meilleur rapport qualité-prix qui est disponible sur le marché, trop cher en termes d'indemnité, de salaire, il a un salaire anglais. Pour un remplaçant, ça ne me paraît pas suffisant. Surtout que là, on aurait un Woodface sans Pocognoli, sans la connexion belge. Est-ce que sous Philippe Luis, c'est pas le profil le moins adapté? Est-ce que c'est pas le défenseur cauchemar pour un Philippe Luis dans une équipe protagoniste? Je pense que si. Raison pour lesquelles je ne conserverai pas Woodface. Et donc, parlons de ce monsieur. Parce qu'on donne son nom depuis tout à l'heure, mais on n'a pas parlé de qui est Philippe Luis et surtout qu'est-ce qu'il va implémenter du côté de Monaco. Rappel, 40 ans, 1 an et demi en tant qu'entraîneur de Flamengo, 5 titres, champion du Brésil, une Libertadores qui est l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine. Sur sa seule saison pleine, on est sur un coach qui a fait ses preuves. On l'avait aussi vu à la Coupe du Monde des clubs. C'est surtout là que j'ai commencé à m'intéresser à Philippe Luis et c'était très sérieux. La proposition du côté de Flamengo, on était sur un 4-2-3-1 qui est très 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 intéressant, vraiment, à débriefer, à analyser. Je vous montre d'abord les datas de son Flamengo, nouvel outil chez Data Scout, excellent outil d'ailleurs, où vous voyez, ça ressort plutôt bien. Comparé à l'OM de De Zerbi, au City de Guardiola, au Arsenal d'Arteta, c'était saison 2024-2025, donc pas le même Arsenal que cette saison. Vous voyez que sur toutes les métriques très modernes, très impactantes, le Flamengo de Philippe Luis ressort très très bien. C'est vraiment un Brésilien avec une vision très européenne. Je me suis pas mal renseigné sur lui. Son Flamengo, c'était un petit ovni tactique du côté du Brésil et il y avait une vraie supériorité technique, tactique, même physique en soi. On était sur une équipe vraiment un peu dans un autre monde du côté du Brésil. C'était la meilleure attaque de très loin, meilleure défense, meilleure possession de très loin, 62% de possession. Je crois que le deuxième, il était à 54 ou à 55. On est vraiment dans un autre monde. Et c'est un peu un mélange, son Flamengo, de tout ce qu'il a pu connaître en Europe. Le jeu de position très développé, avec une très grosse maîtrise technique, tactique, et aussi une équipe vraiment très équilibrée, très forte sur transition défensive, qui part pas à l'abordage, qui n'est pas l'équipe brésilienne qui récupère le plus de ballons hauts, mais qui est une équipe qui est aussi excellente en bloc bas, un petit peu façon la grande époque de Diego Simeone, de l'Atlético de Simeone, qui a très bien connu Philippe Luis. Et ouais, une équipe vraiment très complète,
avec une très forte verticalité aussi, capacité à exploiter les espaces, qui n'est pas enfermé dans un jeu de possession un petit peu façon l'Espagne de Luis Enrique. Et donc, ouais, en plus, référence sur coup de pied arrêté. Je ne sais pas si on a les datas là sur coup de pied arrêté, mais bon, ça ne ressort pas suffisamment bien, mais c'est l'une des meilleures équipes brésiliennes sur coup de pied arrêté. Et sur certaines séquences, ça fait penser un peu à l'Atlético de Diego Simeone. Mais le bon Atlético, l'Atlético positif, et une équipe qui est vraiment très 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 sympathique à voir jouer. Plus lui, de par son passé de grand joueur, connaissance des gros vestiaires, connaissance de l'exigence élite avec son passé de joueur du côté de l'Atlético Prime, du côté de Chelsea. Il a passé une décennie en sélection du Brésil. Donc ouais, on est sur un bonhomme qui a une vraie figure d'autorité naturelle, une vraie aura. Et c'est pas de trop dans un contexte comme Monaco. Voilà donc ce que ça donnerait avec tous les départs qu'on a dit, le 4-2-3-1 mis en place par Philippe Luis. On rappelle que c'était plutôt une défense à 3, très souvent sous Sébastien Pocognoli, même s'il y avait 2 systèmes, on était généralement sur une défense à 3. Voilà donc ce que ça donnerait. Comme d'habitude, le petit code couleur, quand il y a un poste en blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire dessus, quand il y a un poste en vert, c'est-à-dire qu'il y a des recrues dessus, il y en a déjà quelques-unes, on va aller en parler, et quand il y a des postes en rouge, c'est qu'il y a un besoin, que ça soit sur le banc ou dans le 11, il y a un besoin à ce poste-là. Faisons poste par poste. Comme d'habitude, commençons par le poste de gardien. Bon, il y a le départ de Maekski qui revient de près de Brest, Radecki, Philippe Keun et Liénard Stawecki aussi, désolé pour la prononciation, sont là en numéro 3, numéro 4. Aucun mouvement dans le secteur. Je sais qu'on pourrait remettre en cause Philippe Keun, mais bon, en tant que numéro 2, ça fait plutôt l'affaire. Radecki, on pourrait presque le remettre en cause, mais bon, il a encore un contrat d'1 an. C'est pas le plus fiable sur la durée, mais il a comme la capacité à être décisif. Il a aussi pas mal été gêné par les pépins cette saison. Et bah ouais, en fin de contrat en 2027, je pense que le recrutement d'un numéro 1 interviendra beaucoup plus l'été prochain que cet été. Partons sur Radecki, espérons qu'il n'y ait pas trop de pépins, espérons que Philippe Keun, si c'est le cas, fasse de bons intérims. Mais je pense que le chantier au niveau des gardiens interviendra beaucoup plus dans 1 an que cette saison. En défense, la défense centrale, la charnière. On rappelle qu'il y a le départ dans notre mercato de Woodface et de Eric Dyer, et donc l'arrivée de Sadibou Sané. On va en parler, mais ça nous donnerait donc une charnière titulaire Mawissa Kerrer, avec Sadibou Sané en numéro 3, Mohamed Salissou en numéro 4. Bon là, tu as 4 joueurs assez proches, un secteur assez homogène, vraiment concurrentiel, vraiment pas mal pour disputer de compétition. Je pense aussi au petit Kiwa, défenseur central de 20 ans, qui peut être une solution s'il y a hécatombe en 5e option. Ça fait pas de mal. Aussi Zakaria qui peut jouer à ce poste-là. Mais bon, on va compter sur Zakaria au milieu si tu passes dans un 4-2-3-1. Et c'est bien d'avoir fait Sadibou Sané parce que même si tu as du nombre, il te manque une 4e option référencée. Ce n'est pas le cas de Bradel Kiwa. Zakaria est réquisitionné au milieu. Salissou, il y a des incertitudes physiques. Et c'est très bien d'avoir fait Sadibou Sané, qui est un joueur que j'avais déjà proposé dans le Mercato de Lyon. Un joueur vraiment que j'adore pour ce standing de club, que je trouve parfaitement indiqué. Et Monaco l'a fait. On est sur un joueur de moins de 23 ans, U23, pour rajeunir un secteur un peu vieillissant. Statut de titulaire bis sans trop de problèmes. Il peut concurrencer les deux devant, Mawissa, Kerrer, amener une solution de choix supplémentaire si son adaptation réussit. Et vous voyez, niveau profil data, c'est très 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 positif. On est sur un joueur qui est encore sujet parfois à des erreurs, mais qui est déjà au niveau pour concurrencer devant les deux titulaires. Plafond très haut, profil très moderne, défenseur très progressif avec le ballon, forte personnalité dans son jeu, qui a surnagé dans une équipe défaillante de Metz très clairement. 7 millions plus 3 de bonus, je pense que c'est une opportunité de marché très bien saisie par Monaco. C'est positif comme coup de Thiago Scuro. Peut-être que c'est pas Thiago Scuro, mais bon, c'est comme lui qui est toujours directeur sportif officiellement. Vous voyez, les projetés en Bundesliga, puisqu'on ne peut pas projeter un joueur de la Ligue 1 à la Ligue 1, et on est sur un joueur véritablement prêt, statistiquement, pour le haut niveau. Ouais, il y avait, je pense, beaucoup de concurrents sur le dossier, et Monaco a très bien fait d'anticiper. Même si je ne suis pas fan des recrutements sans coach, là, je pense que sur ce cas précis, ça c'est plutôt bien joué, parce que c'est un joueur qui peut être adapté à n'importe quel coach qui viendrait à Monaco, et qui sur lequel il y aurait beaucoup de concurrence. Donc non, bien joué Monaco sur ce secteur-là, ça te permet d'avoir un secteur bien complet, bien concurrentiel, bien homogène, avec une bonne pyramide des âges, c'est parfait.
Passons au poste de latéral droit. Là, il y a un petit peu de boulot parce que dans notre mercato, il y a le départ de Diatta et aussi de Vanderson. Je répète, c'est au cas où. Si Monaco conserve Vanderson, c'est parfait, mais c'est un joueur qui a des intérêts, qui, même s'il reste sur une saison un peu moins aboutie que la précédente, peut aussi partir. Et donc, il te resterait comme seul rescapé de l'équipe première à ce poste-là, Jordan Taizé, qui était convaincant à ce poste, qui a fait une très bonne saison, mais qui peut aussi être réquisitionné à d'autres postes. Je pense en charnière centrale, au milieu notamment. Il y a aussi le jeune Ilan Touré, jeune latéral de 19 ans, qui pourrait avoir quelques minutes, mais bon, pas prêt pour être une doublure en Ligue 1. C'est rien de plus qu'une troisième option à ce poste-là. Et donc, tu aurais Taizé numéro 1, Ilan Touré en numéro 3, mais il te manque donc une doublure. Et il faut aller chercher cette doublure, pas une doublure vraiment actée, une doublure de haut niveau, capable de concurrencer Taizé, aussi capable de suppléer Taizé quand il est réquisitionné à d'autres postes. C'est important parce qu'on a finalement pas tant que ça vu Taizé latéral droit, il était souvent au milieu, parfois en défense centrale. Donc il te faut un joueur capable de devenir titulaire si Taizé est réquisitionné ailleurs. Un profil un peu à la Vanderson, profil de projection, capable de prendre son couloir comme Vanderson pour avoir une variété de profils. Taizé est plus un latéral intérieur, Vanderson plus vraiment à latéral de couloir. Et donc, comme d'habitude, je vous ai déniché un plan A et un plan B en évitant de me répéter cette fois par rapport aux dernières vidéos. Il y a quelques pistes dans les commentaires qui sont disponibles que j'ai déjà proposé dans d'autres vidéos, que peut-être je privilégierai à cette piste-là, mais je vais essayer de varier et d'aller sur d'autres noms. Un nom qu'on n'a pas évoqué, Georgios Vagiannidis, défenseur latéral droit du Sporting, latéral grec, qui a été recruté 13 millions par le Sporting l'été dernier, mais qui a, faut le dire, manqué son adaptation, manqué sa saison, qui a été la doublure de Fresneda, qui a pris une autre dimension, qui a éclos. Le Sporting est à la recherche, regardez, d'un nouveau latéral droit, et notamment Ravi Rodriguez du Celta Vigo qui est évoqué. Le départ de Vagiannidis, il peut être envisagé. C'est un latéral pour parler du profil. Là, je sais que je vous rassure pas trop, mais le profil est très intéressant. Qui a un énorme volume de jeu, très grosse intensité. Vous voyez à ses datas physiques. Vrai latéral de couloir, véritablement. Excellent centreur, aussi capable de faire la différence par le dribble. Pas forcément besoin, en fait, d'être trouvé que tout seul sur le côté. C'est pas un joueur que tu vas trouver forcément tout seul sur le côté, il va centrer, il est aussi capable de faire la différence lui-même, un petit peu comme un Vanderson. Et ouais, la qualité de centre est vraiment plutôt très bonne. Il est adapté aux besoins de Monaco, ce profil-là. Joueur référencé, qui connaît l'Europe, qui est un vrai latéral vecteur de danger. 13 millions, il est évalué à 13 millions aussi par Datascout. De mémoire, c'est bien ça. Je pense qu'il y a possibilité d'abaisser le prix. Soit aux alentours des 10 millions d'euros, soit via un prêt avec option d'achat qui arrangerait toutes les parties. C'est un joueur de 24 ans que tu peux encore faire progresser, qui a encore à développer. Je pense qu'il a surtout énormément subi la concurrence du côté du Sporting. Il a eu très peu de continuité, mais ses saisons au Panathinaikos étaient très bonnes. Je le suivais à l'époque, notamment pour Lille. Quand je couvrais Lille, je faisais souvent un petit mercato idéal chaque été, chaque hiver de Lille, et très souvent Vagiannidis ressortait. Je pense qu'il est prêt pour ce niveau. Je pense que c'est simplement un mauvais contexte du côté du Sporting, mais que Vagiannidis, pour un club européen, ça peut être du très solide. Et si Monaco n'a peut-être pas les moyens pour faire Vagiannidis, il peut toujours partir sur Femi Siriki, latéral droit de Sheffield United, en fin de contrat en 2027, latéral très athlétique, excellent dans l'impact au duel, ultra rapide, qui est lui aussi un profil de latéral offensif. 6 passes décisives cette saison en Championship. Il n'est pas monté en PL avec Sheffield, très loin de là, je crois qu'ils finissent 12e ou 13e de mémoire. Je pense qu'il a fait un peu le tour du Championship. C'est l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral de Championship. Je pense qu'il peut vraiment aller voir l'étage du dessus. Il est anglais, il a 24 ans. Si tu fais le mix des deux là, on est sur un joueur avec un sacré potentiel de développement et de revente. Ça peut être un vrai culbute financière et sportive pour Monaco. Il arriverait dans un rôle de concurrent à Taizé, dans un profil totalement différent. Possibilité pour Filipe Luis de s'adapter, vu son profil qui est différent. Mais vous voyez, vrai vecteur de danger. 96e centile en termes d'expected assist. Plutôt bien placé aussi en termes de centre réussi. Bon latéral d'élimination, 93e centile. Bref, on est sur un profil offensivement très complet. Et je l'ai dit, ça permet à Filipe Luis de s'adapter selon les besoins de match. Peut-être des matchs où tu vas être un petit peu plus dominé. Jordan Taizé, très bon défensivement, fera l'affaire.
des matchs où tu as un petit peu plus besoin de danger dans le dernier tiers, Femi Seriki peut être le profil tout indiqué. Et bon, c'est un latéral qui a des lacunes tactiques, je pense, cognitives aussi. Mais si tu as Philippe Luis en entraîneur, t'as pas beaucoup mieux pour progresser tactiquement quand tu as un latéral. Donc je mise aussi sur ça. Petit Philippe Luis pour encadrer les latéraux, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Mais donc notre plan A, c'est Vadjanidis. Donc on partirait sur un secteur, pardon, je voulais faire ça, pas le rayer, vous inquiétez pas, il est bien dans l'équipe. On partirait sur un secteur de latéral droit, Jordan Tézé, Vadjanidis, très concurrentiel, assez intéressant. Et puis de l'autre côté aussi, on est sur un secteur intéressant parce qu'on a l'arrivée de Flavio Nazinho, non totalement dingue. Et bon, ça fait plusieurs années qu'on le connaît du côté de la Belgique, mais à chaque fois, je me fais la réflexion, évidemment. Et donc, aussi parce qu'il y a le départ de Kassoum Ouattara. Tu peux pas rester avec trois latéraux gauche, pardon. Tu peux pas rester avec Caio Henrique, Nazinho et Kassoum Ouattara à ce poste-là. Et donc, faut faire un choix entre Caio et Kassoum Ouattara. J'ai beaucoup hésité, mais Caio est en fin de contrat dans 1 an. Mais apparemment, de ce que j'ai lu, Philippe Luis voudrait aussi lui accorder sa confiance. La connexion brésilienne, la capacité à relancer peut-être Caio Henrique, à le faire prolonger, pourquoi pas, parce que j'ai l'impression que le train des grands clubs est passé pour lui. Alors que Kassoum Ouattara, je pense qu'il y a des limites. Et je serais beaucoup moins rassuré avec un secteur Nazinho, Kassoum Ouattara. Ça manque d'un patron, d'un mec référencé, d'un mec qui affiche des certitudes en termes de niveau. Les seules incertitudes que tu as avec Caio Henrique, c'est physique. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner sur toute une saison ? Mais ouais, Kassoum Ouattara, je suis beaucoup moins certain sportivement. Bon potentiel, mais il a du mal à franchir ce cap en termes de niveau. Et donc, je partirais plutôt sur le fait de conserver Caio et profiter de la valeur marchande de Kassoum Ouattara. Je crois qu'il est évalué 15 millions par Data Scout. Je l'ai vendu à 12 parce que 15, ça me paraît peut-être tout petit peu trop. Je ne sais pas s'il y a un marché qui poserait les 15, mais c'est possible. La valorisation de Data Scout est souvent très juste. Et là, j'ai revu à la baisse pour pas qu'il y ait de vente et de montant maximisé. Mais donc, malgré tout, la vente de Kassoum Ouattara et donc l'arrivée de Monsieur Flavio Nazinho, joueur que je l'ai dit que je suis depuis pas mal de temps parce que profil ultra intéressant, qui était en plus du côté du Cercle Bruges, donc le partenariat marche parfaitement avec Monaco. Dans les grandes lignes, vraiment dans les grandes lignes, on est sur un profil proche de Caio Henrique, en tout cas un registre plutôt proche, profil de latéral piston, pas ultra athlétique, pas ultra rapide, mais plutôt très créatif, très progressif, très à l'aise avec le ballon, dans le jeu combiné, par la passe, très bon centreur, bon dans le tir adverse. Vous le voyez, en termes d'expected assist, c'est le latéral de Pro League de Belgique qui procure le plus de danger en termes d'expected assist. Profil aussi plutôt complet physiquement, bonne vitesse de pointe sans être exceptionnel, impact au duel correct pour un latéral, pas non plus exceptionnel, mais on n'est pas sur un joueur faible physiquement. Il est en progression aussi sur le plan défensif. Il a 22 ans, il reste sur 2 plutôt très bonnes saisons en Pro League, il continue de progresser saison après saison. Et puis il y a ce partenariat avec le Club Bruges qui est intéressant, qui fait en sorte que lui est préparé, je pense, depuis plusieurs mois à ce contexte, à ce changement d'environnement. Je pense qu'il suit aussi Monaco de manière assez particulière. C'est pas un joueur qui va découvrir l'intérêt de Monaco dans les prochaines semaines, qui va arriver peut-être un petit peu dans l'inconnu. Je pense qu'il y a un travail qui est fait pour favoriser la passerelle entre les deux clubs. En plus, 5 millions de ce que j'ai vu, bon, c'est un très bon prix, évalué à 6,5 millions. On est sur un joueur qui aurait pu valoir plus. Donc ouais, joueur prêt à faire le saut en tant que doublure en Ligue 1 et même capable de concurrencer Caio Henrique. Ça dépend de son adaptation, mais c'est un joueur qui, s'il affiche le même niveau en Belgique qu'en Ligue 1 assez rapidement, Caio Henrique peut être parfaitement concurrencé. Et donc ça te donnerait un secteur avec 2 joueurs en concurrence. Caio qui part avec une petite marge d'avance, profil d'âge différent, Caio beaucoup plus référencé, beaucoup plus expérimenté, Nazinho plus jeune à développer, encadré par Caio Henrique. Tu donnes du temps de jeu aux deux avec la Coupe d'Europe. Ouais, en termes de planification sportive, c'est assez intéressant. Et ce joueur-là aurait dû être Kassoum Ouattara, mais pas le profil peut-être le plus adapté à ce que veut faire Philippe Luis et à une équipe aussi de haut niveau. Je pense que Kassoum Ouattara est un très bon contre-attaquant, mais peut-être un petit peu plus limité dans une équipe qui domine. Voilà donc pour notre secteur défensif, avec déjà 3 recrues, dont une qu'on a présentée, qu'on a proposée. Il y a d'autres recrues qui ont déjà été faites par Monaco, notamment au milieu, où tu as le départ acté de Lamine Camara. Il faudra voir pour combien il part, mais Newcastle, Liverpool, l'APL est très très chaud. Et donc, Monaco, là, c'est l'arrivée qu'on a actée, mais qui est peut-être la moins avancée. En tout cas, ça en parle très très fort. Donc,
Je me suis dit, bah, on va compter sur lui parce qu'il y a de grandes chances qu'il rejoigne Monaco. C'est Marc Casado qui a été désigné successeur de Lamine Camara. Euh, au niveau du prix, on est sur un 18 millions, plus 5 millions de bonus, plus 20% à la revente. Donc ouais, sacré investissement, on va en parler. Mais le profil est intéressant. On est sur un 6-8 avec beaucoup de volume, petit gabarit, il fait 1m72, il met beaucoup d'impact au duel, très à l'aise aussi à la construction, enfin très à l'aise. Non, à l'aise. On va dire à l'aise à la construction parce que c'est vrai que par rapport au top de ce qui se fait au Barça, c'est peut-être pas le milieu le plus technique, mais ça reste malgré tout un joueur de la Masia qui est très, très à l'aise par rapport à la moyenne de son poste en Europe avec le ballon, qui est plutôt très bon aussi dans les petits espaces, son petit gabarit aide. Il manque un peu d'impact dans le dernier tiers, mais c'est aussi logique vu son registre. C'est vraiment un meneur de jeu très en retrait, qui a aussi une fonction un peu équilibrante à la perte du ballon. Un petit peu profil similaire à la Lamine Camara, qui est surtout un joueur qui reste pas mal en retrait, même si lui a cette qualité de frappe de loin pour apporter aussi dans le dernier tiers. Il part du Barça parce que trop de concurrence, pas assez de temps de jeu depuis le retour de Gavi, il a eu très peu de temps de jeu. Cette saison, je crois que c'est 800-900 minutes, alors que la saison passée, c'était quasiment le double. Et justement, là, vous voyez les datas de cette saison, pas ultra rassurantes, même si on voit son impact défensif qui est plutôt très bon, son volume de jeu. Je vous montre les datas de sa saison 2024-2025, où il avait plus de temps de jeu, plus de continuité, c'est quand même plus rassurant. Joueur aussi qui a plus d'impact dans le dernier tiers que cette saison. Cinquantaine de matchs de Liga, dont 30 titularisations, une quinzaine en Ligue des Champions, dont une dizaine de titularisations. On est sur un joueur, malgré son âge, c'est un 2003, qui est référencé, qui a de l'expérience, qui est prêt déjà, en fait, s'il arrive, à être titulaire immédiatement. En plus, profil de ce qu'on a dit, assez complémentaire dans un Caria. Profil bien ciblé, je pense, mais très gros investissement. Évalué à 16 millions d'euros, mais il sort pas non plus d'une saison exceptionnelle, on l'a dit. C'est surtout, on en a parlé aussi, mais Monaco est plus club riche qui peut se permettre des petites folies. C'est un vrai investissement. En plus, 23 millions si tu comptes aussi les bonus, 20% à la revente, donc ça impacte aussi ton potentiel de revente. Voilà, la projection est pas top, mais si on prend sa meilleure saison, peut-être ce qui est son vrai niveau, on est sur un joueur qui, on l'a dit, est prêt pour ce niveau-là. Mais je me demande s'il n'y avait pas moyen d'aller chercher. Je ne sais pas si tu pouvais aller chercher mieux, mais je pense que tu pouvais aller chercher moins cher. Un joueur d'un niveau similaire, moins cher, je pense que ça aurait été possible. Et surtout que pour moi, à ce poste-là, je vais vous montrer l'effectif du coup, ce que ça donne avec Casado. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un besoin absolu pour faire quelqu'un, parce que tu as déjà Denis Zakaria, qui est le patron absolu de ce secteur, entouré de plein de jeunes à développer, à qui il faut aussi donner du temps de jeu, qui aurait pu profiter du départ de Lamine Camara pour changer de statut. Je pense à Koulibaly, à la Djibamba en premier lieu, qui était voué, je pense, à prendre un rôle plus important avec le départ de Camara. Je pense à Edan Diop aussi, de retour de son prêt du Cercle Bruges, qui a été très intéressant, que je verrais bien inclus dans la rotation. Pas du tout en première rotation, mais comme affiché sur le visuel, là, en troisième, quatrième, cinquième option sur le banc, qui est en plus polyvalent, qui peut jouer numéro 8, numéro 10, qui peut même jouer sur le côté gauche aussi. Et je pense que je ne sais pas ce que va faire Monaco avec, mais si j'étais à la place de Thiago Scuro, je garderais bien Edan Diop. Il y a aussi Nibombe, Cabral qui doivent prendre de l'importance en fond de banc, mais un petit peu comme l'ont fait Koulibaly et Bamba cette saison. Je pense aussi, alors je m'excuse par avance pour la prononciation, mais à Ouamou Oyatambwe, milieu de 17 ans, dont j'ai pas vu jouer, hein, je vous avoue, mais j'entends beaucoup de bien. Lui aussi, il pourrait faire peut-être ses premiers groupes la saison prochaine. Et il y a surtout dans ce secteur, on n'en a pas parlé, mais l'incertitude Pogba. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, pas à l'abri d'un départ aussi, mais bon, de ce que j'ai vu, il lui reste encore un an de contrat. Je pense qu'on va repartir sur une saison pour Paul Pogba. On n'est pas à l'abri que le mec explose, et donc tu n'avais peut-être pas finalement besoin d'aller recruter Casado. Si tu avais Zakaria, Koulibaly, Bamba, Pogba, Diop, ça te fait quand même beaucoup de monde. Et vu la quantité, vu l'espace d'expression à donner à Koulibaly, Bamba pour qu'ils progressent, je ne voyais pas forcément une recrue absolument nécessaire, sachant aussi que Thésée peut jouer à ce poste-là. Mais bon, Monaco a décidé de faire un joueur prêt, plus référencé que les Koulibaly, Bamba, etc. Ça peut s'entendre aussi si tu veux avoir des certitudes dans ce secteur, complémentaire en plus de Zakaria. Le profil, j'ai pas forcément de problème, c'est plus la construction d'effectifs et le prix aussi, qui est vraiment prix assez élevé vu la situation de Monaco, et choix assez risqué financièrement, mais évidemment positif sportivement. Pas trop de débat là-dessus. Au poste de 10, là aussi,
Pas forcément besoin de bouger, d'aller faire une recrue. Golovin en titulaire, Minamino, Idumbo en remplaçant. Il y a aussi Edan Diop qui peut jouer à ce poste-là. Et même peut-être une de nos recrues qui pourrait jouer à ce poste-là. On ne sait jamais. Et puis sur le poste d'ailier, choix intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements en vue. Tu as le départ d'Akliouche, l'option d'achat qui, dans notre mercato, l'option d'achat d'Adingra qui ne serait pas levée. Tu as l'option d'achat en revanche d'Ansu Fati, on n'en a pas parlé, mais qui va être levé ou qui a été levé. 11 millions d'euros, profil intéressant, recrue intéressante, la meilleure recrue peut-être de l'été dernier, je réfléchis, mais à moins que j'ai loupé quelqu'un, ouais, de mémoire, on est sur la meilleure recrue de l'été dernier. Et il y a donc une autre recrue qui n'est pas encore officielle, mais qui va l'être, qui a été actée. C'est Monsieur Mathys de Tourbet. Très curieux de voir Monsieur Mathys de Tourbet en Ligue 1, transféré depuis... Alors, il joue à 3, qui appartient au City Group. Il va être transféré à City. Et de ce que j'ai lu, alors c'est un peu complexe comme opération, mais il devrait être prêté 2 ans à Monaco, avec une possible option d'achat ou des compensations financières ou une option de rachat de Manchester City. Bref, c'est un peu compliqué, mais en gros, on devrait le voir normalement, si tout se passe bien, au moins la saison prochaine, du côté de Monaco. Pour parler du profil, on est sur un profil avec une palette offensive assez complète pour un joueur de Ligue 2 de 19 ans. Je dis pas pour un joueur confirmé élite ou quoi, mais pour un joueur de Ligue 2 19 ans, c'est quand même très solide. Bon pouvoir d'élimination ou 1 contre 1, grosse fréquence d'appui, centre de gravité assez bas. Il a cette capacité à avoir plusieurs rôles. J'ai dit ce rôle d'élimination, même si tout n'est pas parfait, il peut être cet ailier gauche provocateur et aussi cet ailier gauche un petit peu plus meneur de jeu, un petit peu plus intérieur. Dans le demi-espace gauche, c'est vraiment sa zone de préférence, sa zone préférentielle, qui est capable de combiner, qui peut créer aussi le danger par la passe. On le voit notamment en termes d'expected assist. C'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2, passe vers le dernier tiers, etc., etc. Joueur aussi très responsabilisé à la construction du jeu. La seule certitude qu'on a sur ce qu'il ne sait pas faire, lui, ce qu'il ne saura certainement pas faire, c'est pas un ailier de profondeur déjà, ni un ailier buteur. On voit, c'est pas un joueur qui marque énormément, qui est en plus défaillant encore à la finition. C'est un 2007, c'est toujours à remettre en contexte. Mais pour le moment, on n'est pas sur ce genre de profil. Et c'est un peu un profil, je disais, c'est ni un ailier de profondeur, ni un ailier buteur. C'est un peu ce qu'est finalement Ansu Fati. Donc ça te permet d'avoir 2 ailiers gauche très complémentaires, 2 profils différents. Donc tu as une variété de profils qui est assez intéressante. Le doute qui entoure vraiment Mathys de Tourbet, et ce pourquoi je suis très curieux, c'est que, ok, joueur exceptionnel en Ligue 2, l'un des meilleurs, surtout à son âge, la base est vraiment très intéressante. Et physiquement, comment il va franchir le step physique? Est-ce qu'il va réussir à le faire? Comment, en fait, il va réussir à exister dans un championnat beaucoup plus intense, où tu as surtout beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de temps? C'est quelque chose qu'il avait beaucoup plus en Ligue 2, qui lui a permis de faire une aussi belle saison, et bravo à lui. Mais je suis curieux de le voir en plus face à des blocs, je vais dire pas plus bas, parce qu'en fait, 3 aussi dominait plutôt en Ligue 2, mais il y a beaucoup plus de blocs bas en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Selon moi, les équipes de Ligue 2 sont beaucoup plus proches les unes des autres, alors qu'en Ligue 1, tu as beaucoup plus souvent une équipe qui va attendre l'autre, notamment quand c'est un gros face à un petit. Et donc, comment lui va réussir à exister là-dedans, avec moins d'espace, moins de temps, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'intensité. Il y a aussi sa justesse décisionnelle, ses choix de jeu qui sont à parfaire, qui sont à perfectionner. Et il n'est pas prêt pour être titulaire en Ligue 1. La projection de Data Scout est plutôt juste, plutôt raccord avec ce que j'ai observé de lui, surtout dans une équipe de Coupe d'Europe. S'il était resté à 3, tant titulaire, pas de souci. Pour être titulaire dans une équipe qui joue l'Europe, ça fait un peu juste. Mais bon, projeté en tant que remplaçant de Fati, c'est plutôt intéressant. Gros potentiel en plus. Donc ce que je dis à l'instant T est plus valable dans 6 mois, parce qu'il a une telle marge de progression, telle base aussi, je l'ai dit, la base est très 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 positive. Il est capable de progresser très vite et donc de changer de statut assez rapidement. S'il est prêté 2 ans, tu peux avoir un Mathys de Tourbet, peut-être possible MVP de Ligue 1 à la fin de sa 2e année. Donc ouais, s'il y a un prêt de 2 ans, c'est très intéressant. Tu valorises pas le joueur pour toi malheureusement, mais tu peux avoir un top player. Et ouais, Fati de Tourbet, c'est plutôt solide comme rotation à gauche. Mais donc, il nous faut un ailier droit. Parce que là, vous avez le petit truc vert, mais c'est une erreur. Il faut aller chercher un ailier droit. Pourquoi il faut aller chercher un ailier droit? Parce qu'on a le départ d'Akliouche et qu'à ce poste-là, ok, tu peux peut-être avoir un Fati qui peut jouer à droite, un Minamino aussi, qui quand il sera de retour pourra jouer à droite, mais ça manque d'un ailier droit titulaire
tout simplement le successeur d'Akliouche. Il faut que tu ailles chercher un patron à ce poste-là, que ne peut pas être un Minamino qui revient de blessure, qui n'est pas toujours le plus régulier. On met aucun critère d'âge pour s'ouvrir un maximum le marché, trouver le profil parfait, qu'importe l'âge, profil parfait et accessible. C'est très important d'avoir ces deux-là. Ailier intérieur pour convenir au football proposé par Philippe et Luis. Et donc, ma première piste, c'était celui qui était sur la miniature. Peut-être que mes amis algériens l'auront reconnu, c'est Fares Gedjemis. Là, vous vous dites, mais Enzo, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous parles d'un successeur d'un Cliouche qui va aller rejoindre un club élite et tu nous envoies sur un joueur de série B, un joueur de Frosinone. Oui, mais c'est le Ryan Cherki de Frosinone, j'ai envie de vous dire. C'est le meilleur ailier de série B, incontestablement. Alors, je n'ai pas un énorme suivi de la série B, mais Fares Gedjemis, vous allez savoir pourquoi, je l'ai plutôt très bien suivi et il a marché sur la série B. Numéro 1 chez les ailiers de série B en termes de duel offensif gagné, de dribble réussi, de course progressive. Numéro 1 aussi en termes de nombre de sprints, distance de sprint. C'est un joueur qui est très au-dessus du niveau de la série B, et j'insiste là-dessus, qui est un ailier qui n'est pas réputé en plus pour être le plus stateur. En tout cas, quand j'ai commencé à le connaître, 15 buts, 3 passes D cette saison. 15 buts pour un ailier Frosinone qui a fini deuxième. C'est assez colossal. Convoqué pour la Coupe du Monde à la place d'Ilan Kebal. C'est-à-dire qu'Ilan Kebal, l'un des meilleurs ailiers de Ligue 1, a été laissé sur le banc par Fares Gedjemis parce que Fares Gedjemis est un joueur assez exceptionnel. Sur les datas, vous voyez, la palette technique et physique est assez dingue. Et il est ultra créatif, pertinent dans l'interligne et dans la prise de profondeur. Il peut avoir cette double fonction. En plus, un gros stateur, je l'ai dit, cette saison, on est vraiment sur un joueur qui a franchi un cap à la finition, qui est un créateur de danger de très haut niveau. Et le seul vrai gros bémol que je vois avec lui, c'est ça. Le rendement défensif qui est, j'aime beaucoup Fares, mais qui est absolument catastrophique pour le coup. Il y a un step à franchir là-dessus, et peut-être que dans un football plus exigeant, côté de Philippe et Luis, du côté de la Ligue 1, du côté de Monaco, ça pourrait être le cas. C'est peut-être aussi lié au contexte, ouais. Donc il faudrait voir dans un autre contexte. Mais bon, Frosinone monte, mais Frosinone va avoir beaucoup de mal à le retenir parce que c'est un joueur de niveau européen, parce que c'est un joueur qui est prêt à rejoindre la Ligue 1 et dans un club de très haut niveau. Vous voyez que les projections DataScout l'envoient dans un club de haut de tableau, parfaitement dimensionné pour Monaco. En plus, évalué à 5,5 millions, ça pourrait peut-être se faire un tout petit peu plus cher, mais c'est un joueur vraiment accessible pour ce qu'il propose footballistiquement. Il a 23 ans, donc encore une vraie marge de progression. Surtout que c'est un joueur qui a pas commencé tôt du tout, le foot pro, puisqu'il vient de National 2, il était encore en National il y a 2 ans, il était à Rouen, à côté de chez moi, il est passé par la N2, il est passé par Évreux, c'est chez moi, c'est aussi pour ça que je le connais, que je le suis depuis pas mal de temps, et ouais, c'est un profil revanchard qui a pas un petit peu une sorte d'Esteban Le Paul. Il a percé un peu plus tôt qu'Esteban Le Paul, mais pour un joueur qui est passé par les divisions inférieures, qui était du côté du Havre, qui était du côté de Troyes, qui n'a pas été retenu dans ces clubs-là, et qui est parti se faire un nom ailleurs via d'autres chemins, et qui, ouais, un profil revanchard aussi très intéressant. Et j'y avais pas pensé, mais mon plan B a un peu un CV similaire. Il est plus jeune, c'est Giovanni Versini, révélation. Là aussi, vous dites, mais Enzo, tu vas chercher un ailier droit titulaire qui joue à Pau, qui joue en Ligue 2. Oui, mais Giovanni Versini est un profil spécial. Révélation de la saison en national avec Châteauroux il y a 2 ans. Cette saison, il a été, selon moi, alors ça a été David Ashvili qui a été élu, mais selon moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée. Et il fait tout ça, révélation de national, meilleur joueur de Ligue 2, en étant dans des équipes qui ne sont jamais les meilleures de leur championnat. La Berrichonne jouait le maintien quand il était là-bas. Pau a fini, on va dire, milieu de tableau. Et à chaque fois, il arrive à surnager. Il surnage toujours, alors que c'est un 2004, alors qu'il est tout jeune. Tout petit gabarit, 1m67, ultra vif, ultra dangereux dans les petits espaces. La fréquence d'appui, elle est totalement dingue. Vitesse d'enchaînement assez folle. Énorme créateur de danger aussi, avec plein d'outils, plein de baguettes là, dans son chapeau. C'est un vrai petit magicien. Premier ailier de Ligue 2, duel offensif gagné, dribble réussi, course progressive, passe vers la surface. Ouais, on est sur un joueur là aussi, un petit peu comme je l'ai dit, vraiment prêt. Alors, c'est comparé au 9 peut-être, c'est ça, comparé au 9 par DataScout, parce que c'est aussi un joueur qui a cette polyvalence, qui peut jouer faux 9 notamment, qui peut avoir ce rôle axial, qui peut être numéro 10, ça peut aussi nous servir. Mais ouais, il est totalement prêt pour la Ligue 1. La seule incertitude qu'on peut avoir, c'est comment il va imposer son gabarit en Ligue 1. 1m67,
comment tu fais le step de la Ligue 2 à la Ligue 1. Mais c'était déjà un sujet de discussion sur le très difficile passage du National à la Ligue 2. Bon, il y a parfaitement répondu. C'était le meilleur joueur du championnat. Donc je me dis que il est aussi capable de le faire entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Plus 2004, c'est une marche de progression linéaire. Tu fais saison aboutie en National, saison aboutie en Ligue 2. Tu es prêt peut-être pour la Ligue 1. 22 ans, vraie marche de progression pour lui aussi. Tu vas créer de la valeur. Évalué à 5 millions d'euros. Je pense que tu peux même le faire à moins parce que Pau n'est pas un club qui est structuré pour résister peut-être à une offre de 3-4 millions. Même si c'est 5 millions, ça vaut largement le coup. Et puis même si tu peux avoir des doutes sur son adaptation immédiate, tu as des joueurs pour le suppléer. Je pense à un Minamino, si tu commences la saison avec Minamino titulaire, alors il faudrait voir comment il revient de sa blessure, j'ai pas les dernières infos, mais même tu peux décaler en Ansu Fati à droite, tu as des solutions si tu trouves que Versini n'est pas prêt au mois d'août pour commencer. Mais je pense qu'il le serait très 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 rapidement. Lui aussi est passé par les divisions inférieures, lui aussi est un joueur revanchard, pas du genre à profiter de la vie monégasque, je pense. Je crois qu'il est formé de mémoire du côté de Marseille. Il n'a pas été retenu par Clermont. Grave erreur, très très grave erreur des amis clermontois. Et ouais, c'est un joueur qui transpire une très grosse détermination. Je l'avais pas mal suivi en national. Vraie plus-value, je pense, pour tous les clubs de Ligue 1 en dehors du PSG. Il est capable d'avoir son mot à dire un petit peu partout en Ligue 1. Mais donc, on partirait plutôt sur Gedjemis. Joueur un tout petit peu plus âgé, qui a un petit peu plus de saison pro derrière lui. Ça fait déjà 2 ans de mémoire qu'il est en série B. Donc on partirait sur Monsieur Fares Gedjemis. J'aimerais beaucoup le voir revenir en France. Peut-être qu'il va rester en Italie, mais que Monaco le fasse revenir en France. Ce serait plutôt pas mal. Et donc il nous reste un secteur à évoquer, le poste d'avant-centre, où on a le départ de Paris Brunner, pas très important, mais surtout le départ à anticiper de Folarin Balogun. Il nous reste donc Mika Biarret et Monsieur Choukwani, Ekene Choukwani, 17 ans, qui a été acheté 2 millions l'été dernier du côté de Brøndby, si je ne me trompe pas. Il fait plutôt parler de lui chez les jeunes. Profil intéressant, potentiel intéressant, donc je l'ai noté. Mais bon, pas plus qu'une troisième option. Et donc notre ami Mika Biarret, qui est toujours là, qui reste sur une saison cataclysmique pour le coup, qui a une hygiène de vie, comment dire, apparemment, de ce que je lis, c'est pas mes infos, mais une hygiène de vie monégasque, j'ai envie de dire, qui profite bien de la vie en principauté apparemment. Mais bon, très difficile à refourguer après cette saison. Il a perdu pas mal de valeur, pas mal de marché aussi. Et je pense que tu peux le conserver en tant que doublure, en espérant qu'il y ait une relance, en espérant qu'il y ait une concurrence avec la recrue. Tu mises sur sa relance. C'est pas évident. C'est un joueur qui, à son meilleur niveau, était exceptionnel à Monaco. On espère que Mika Biarret, a profité pendant une saison, s'est manqué pendant une saison, mais va revenir sur le droit chemin pour la saison prochaine. Mais il faut du coup aller chercher un vrai neuf. Un neuf titulaire, parce que Ansu Fati peut jouer à ce poste-là, mais ça va surtout être notre ailier gauche. Un neuf titulaire, un neuf référencé, parce que ça doit plus être une garantie qu'un pari. Profil similaire à Balogun dans l'attaque de la profondeur. Ça permet là aussi d'avoir deux options variées entre un Biarret, qui est beaucoup plus un neuf de surface, plus un neuf aussi capable de jouer en déviation, et un neuf de profondeur, plutôt un neuf d'espace. Là aussi, on ne met pas de critères d'âge, comme ça on s'ouvre un max de possibilités pour espérer trouver le profil le plus adapté. Et donc mon plan A, ce serait un monsieur que vous connaissez très certainement si vous êtes suiveur de Ligue 1. C'est Monsieur Loïs Openda. Alors là, vous vous dites, mais Enzo, il est sur une saison catastrophique du côté de la Juve. Et oui, tout à fait. 2 petits buts, toutes compétitions confondues, sur une saison pour Loïs Openda, c'est pas joli. À peine 1000 minutes de jeu, pas convoqué à la Coupe du Monde avec la Belgique. Ouais, c'est le constat, le tableau là est pas très glorieux, mais il y a aussi plusieurs éléments d'explication à ça. Il faut toujours remettre en contexte. Un joueur, on dit il n'y a pas de mauvais joueurs que de mauvais contextes. Ce que nous a montré Loïs Openda n'est pas catastrophique au point qu'il puisse être aussi catastrophique du côté de la Juve. Il y a plein d'éléments d'explication. Déjà, la gestion du poste de neuf du côté de la Juve, absolument cata. Vlahovic, David, Openda, tu as 3 neufs qui peuvent être des titulaires en puissance pour un seul poste. Très difficile, en plus, aucune cohérence entre les profils. Loïs Openda est arrivé en toute fin de mercato l'été dernier, prépa estivale un peu tronqué avec le dossier de son départ. Et ouais, tout ça, là, c'est un cercle vicieux qui fait qu'en termes de confiance, très très difficile. Et Loïs Openda, pour le suivre depuis ses débuts, notamment du côté de Vitesse aux Pays-Bas, est un joueur qui a pas des lacunes à la finition, mais qui, pour être un finisseur efficace, a besoin d'être en confiance. C'est un neuf assez cyclique et qui marche énormément à la confiance. Et
On l'avait vu. Alors, c'est pas un neuf d'élite. J'en parlais à son départ de Lens. Je pense pas que ce soit un neuf d'élite, mais c'est un neuf qui, dans un contexte adapté, peut être un neuf de très haut niveau. Et on l'avait vu du côté de Leipzig, on l'a vu aussi du côté de Lens. Sa saison à Lens, je vous le rappelle, 21 buts. C'est celle que je vous ai ressortie parce que c'est sa seule saison en Ligue 1 dans un contexte similaire à ce qu'il retrouverait s'il signait du côté de Monaco. 21 buts en Ligue 1 avec Lens, 24 buts la saison suivante en Bundesliga avec Leipzig. C'est un neuf, tu mets pas 21 buts, puis 24 buts en Bundesliga sans être un bon neuf. C'est un grand artisan de la deuxième place en 2022-2023 de Lens, qui était une équipe de standing similaire à ce qu'aspire être Monaco, une équipe Ligue des Champions. C'est un neuf d'espace, excellent dans l'attaque de l'espace. Il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi la qualité d'appel, le timing, la coordination avec le passeur. Il est excellent, excellent vraiment dans ce domaine. Capacité aussi à jouer en remise, parce que voilà, il a une bonne structure physique. C'est un neuf qui est plutôt très tanké sur les appuis, qui est capable à ce jeu-là de jouer en remise, d'être un bon neuf de déviation. Il y a une vraie progression aussi à la finition depuis son départ des Pays-Bas, à condition évidemment qu'il soit en confiance. Je l'ai dit, il n'est plus du tout dans les plans de la Juve. Là, c'est sa projection en Ligue 1, malgré sa saison. Vous voyez que malgré sa saison cata, c'est un neuf de milieu de tableau. Donc c'est en dessous de Monaco, mais c'est pas non plus une projection catastrophique. Et la Juve est clairement ouverte à un départ. Il n'est plus du tout dans les plans de la Juve, de Spalletti. 4 minutes de jeu depuis mars. Catastrophique. 4 minutes de jeu depuis mars. C'est aussi pour ça qu'il a loupé la Coupe du Monde. La Juve l'a acheté, package tout compris, la option d'achat, prépayant, etc. Environ 45 millions d'euros. Mais la Juve va l'exfiltrer. La Juve sait déjà qu'elle va perdre de l'argent sur ce bonhomme, évalué à 23 millions d'euros. Je mise pas sur un achat direct, immédiat de Monaco. Je pense qu'on serait beaucoup plus sur un prêt avec option d'achat. Je pense que c'est la formule préférentielle, à prioriser, pardon. Et en plus, je ne le savais pas du tout, mais souvent quand je propose des noms, je vais voir un petit peu ce qui se dit, les dernières infos sur eux. Peut-être je suis passé à côté de quelque chose, peut-être qu'ils vont signer quelque part. Et j'ai vu, je ne savais pas, mais que Luis Openda était aussi évoqué un petit peu dans les rumeurs du côté de Monaco. Donc, j'ai eu la même idée que Thiago Scuro. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais sur ce coup-là, on a peut-être les mêmes idées et je pense moi aussi que Luis Openda pourrait être un très très bon profil dans un nouveau contexte. Retour en Ligue 1, prépa estivale complète. Il y a pas mal d'arguments, je pense, pour le remettre sur pied à un niveau inférieur à la Juve et un Openda en confiance. T'as pas perdu au change avec Balogun, voire t'as peut-être même encore mieux qu'un Folarin Balogun. Vous voyez là, après sa saison 2022-2023, donc il était encore plus jeune, c'est après sa saison à Lens, projeté en Bundesliga, niveau pour jouer le titre. C'était l'un des neufs les plus prisés et les plus intéressants sur le marché. Et je pense que tu peux encore retrouver ce Luis Openda, à condition de lui faire retrouver le bon contexte. Et je pense que celui de Monaco peut être adapté à ce qu'il recherche. Mais bon, si Monaco n'arrive pas à faire Luis Openda, si c'est trop compliqué en termes de montage d'opération, si la Juve n'est pas suffisamment conciliante sur son départ avec la prise en charge du salaire, eh bien, allons faire Lassine Sinayoko. Plan B dans un style totalement différent, au moins en termes de CV. Lui, on est sur le joueur de Ligue 1 qui est resté longtemps en Ligue 1. C'est un 99, c'est, je crois, la recrue la plus âgée que je propose, mais joueur non moins intéressant. Si vous êtes suiveur de Ligue 1, vous le savez. Il a en plus cette polyvalence pour jouer et neuf et côté gauche. Donc, on l'a vu. Si tu réquisitionnes Ansu Fati à droite, peut-être qu'il va te manquer quelqu'un à gauche, etc., etc. Ça peut être intéressant d'avoir un Lassine Sinayoko qui est polyvalent, neuf très complet, ultra mobile, vrai monstre physique. Je pensais que ces datas ressortiraient mieux parce que quand tu le vois à l'œil, on est sur un joueur ultra mobile, ultra intense, avec beaucoup de volume de jeu, qui fait énormément d'efforts, notamment sans ballon en défense. Vous voyez, l'un des meilleurs neufs presseurs de Ligue 1. C'est un neuf de volume qui a trouvé beaucoup de quantité aussi ces dernières années. Avant, il y avait beaucoup de quantité, peu de qualité, et il a trouvé de la qualité. Je crois que j'ai dit quantité, il a trouvé de la qualité. Un neuf de volume qui trouve de plus en plus de qualité. Il a cette capacité d'élimination, capacité aussi à combiner, à jouer en remise. Neuf autosuffisant. Je l'ai vu plusieurs fois au stade quand il venait à Lens, quand il venait à Lille. On l'a vu aussi du côté de la Cannes, c'était encore plus frappant. Le mec, tu lui envoies des casse-croûtes, tu le mets tout seul devant dans une équipe qui joue très très bas, qui ne l'accompagne pas. La Sinayoko est capable de te faire des merveilles. Et dans une équipe qui l'alimente encore mieux,
En plus, j'avais pas vu, mais il est noté comme attaquant complet et je pense que ouais, c'est carrément ça. Il est capable de s'adapter à plusieurs registres. Il a vraiment développé sa palette ces dernières années et dans ce style un peu autosuffisant, capable d'adopter plusieurs registres. Fin de contrat en 2027, bonne expérience de la Ligue 1, grand leadership, maturité à 26 ans, saut logique, passer d'Auxerre à Monaco après avoir fait autant de saisons abouties du côté d'Auxerre. C'est aussi une progression logique. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'arguments, de points positifs à la venue de la Sinayoko. Puis la prise de risque financière par rapport à Openda, que ce soit en termes d'indemnité de transfert, si tu fais Openda définitivement, ou de salaire, on est sur un joueur plus abordable. Il y a moins de certitude, le plafond est beaucoup moins haut. Est-ce que, en fait, Openda, à son meilleur niveau, est largement meilleur qu'un Lacine Sinayoko à son prime? Mais par contre, tu as peut-être plus de certitude sportivo-financière avec un Lacine Sinayoko qu'avec un Loïs Openda. Et comme tous les postes, je ne vous l'ai pas dit, mais dans tous les cas, j'ai une shortlist complémentaire. Il y a plein de noms complémentaires en description. Vous pouvez aller voir, j'ai une dizaine de noms par poste, parfois plus, des plans C, D, E, Z, qui sont pour plusieurs raisons financières, sportives ou autres, moins adaptés, je pense, que mes plans A et mes plans B, mais qui peuvent aussi vous convenir. Et notamment au poste de neuf, j'ai beaucoup de noms, notamment que ce soit en Ligue 1 ou en Turquie. J'ai pas mal de petits noms en Turquie intéressants pour Monaco, possiblement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais donc, on l'a notre 11. On l'a notre équipe, notre effectif complété du côté de Monaco, avec 2-11, je trouve, très proches. Très proches. Vraie bonne équipe A, mais bien concurrencée par l'équipe B. Et tu joues la Coupe d'Europe, en plus, avec que la Ligue Conférence, c'est intéressant parce que c'est une Coupe d'Europe où tu peux faire beaucoup tourner. Et là, je pense que tu peux répartir les temps de jeu tout en ayant des titulaires vraiment au niveau, vraiment prêts. Tu peux conserver des ambitions européennes. La Ligue des Champions, c'est pas acté, mais malheureusement, Monaco a plus suffisamment de moyens pour se construire des effectifs qui te donnent énormément de chances de se qualifier en Ligue des Champions. Mais voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce 11. J'espère qu'il vous a plu. On continue les mercato idéaux. Même si la Coupe du Monde arrive, même si elle est juste là, je vais éviter de tout casser. Elle arrive petit à petit, on va s'y mettre. On a déjà fait la première vidéo, je vous renvoie là-bas. Ça vous a plutôt bien plu. Émission lundi, d'ailleurs la vidéo sort lundi, j'enregistre dimanche, mais la vidéo sort lundi sur les coups de 17h. Rendez-vous à 19h. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, rendez-vous à 19h. Il y a l'émission Prédiction Coupe du Monde avec Sacha, avec Nathan, qui va avoir lieu. Si vous ne l'avez pas vu en direct, si vous regardez cette vidéo trop tard, elle est disponible en replay, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On a lâché, normalement, si tout est bien fait, plein de grosses prédictions, que ce soit sur les joueurs, sur les équipes, sur les parcours. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez plonger dans la Coupe du Monde, ça peut toujours vous intéresser. Et puis le prochain Mercato idéal, je crois que vous l'attendez énormément. C'est le mercato qu'on va le plus réclamer. Et comme le coach arrive, on va pouvoir le faire. Sur un club qui joue dans le sud de la France, aussi européen, qui joue en bleu et blanc. Voilà, très gros indice, très grosse enquête à mener. Mais on se retrouvera normalement mercredi, si tout se passe bien, pour le mercato de cette équipe. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je réponds comme d'habitude à tous les commentaires. Je vous affiche tous les mouvements finaux de ce mercato qui a été terminé. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, toujours dans la bienveillance. De toute façon, pas besoin de vous le dire. Vous l'êtes à chaque fois. Je réponds à tous les commentaires. On est dans le débat. Et je reçois une vague de bienveillance, une vague de force, une vague de soutien depuis que j'ai lancé ce format qui est assez exceptionnel. Donc encore merci à vous les gars. Ça m'aide énormément. Si on pouvait passer les 4000, on y arrive là. Ça ne fait que de grimper. Si on pouvait les avoir au début de la Coupe du Monde, ce serait top. La Coupe du Monde arrive, on a encore plein de formats différents des mercatos qui arrivent. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à liker, à booster aussi la vidéo, c'est très important. Et on se retrouve dès ce soir pour l'émission Prédiction. J'avais sorti le maillot Monaco, Yaya Touré. J'espère, amis monégasques, que vous l'aurez reconnu, que ça vous a plu. Et d'ici là, profitez bien, reposez-vous bien avant la Coupe du Monde et on se retrouve très très vite. Salut à tous.